Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite de la thermodynamique avec un nouveau chapitre qui va traiter du second principe de cette thermodynamique. Alors pour l'instant, nous avons vu un premier principe qui est un principe dit de conservation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le premier principe est là pour nous indiquer qu'il existe une grandeur, appelée l'énergie, qui se conserve. Et donc, à partir de là, on sait que si de l'énergie est perdue par un système sous une forme quelconque, c'est-à-dire sous forme de travail ou de chaleur, elle sera regagnée par un autre système. Donc on peut dire si elle est perdue par le système qu'on étudie, elle sera gagnée par le reste de l'univers, et si elle est gagnée par le système qu'on étudie, elle sera perdue par le reste de l'univers. Mais pour l'instant, rien ne nous dit si les échanges d'énergie vont dans un sens ou dans l'autre. On dit simplement il y a conservation, et on fait appel à, entre guillemets, notre bon sens pour orienter le sens des échanges énergétiques. C'est-à-dire, simplement, on voit, par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelque chose de très simple. Un solide sur un plan. Eh bien, on jette le solide sur un plan, et sous l'effet des forces de frottement solide entre le plan et le solide du dessus, on va avoir conversion progressive de l'énergie mécanique du solide en énergie thermique par l'effet des frottements, et donc au final on va avoir dissipation d'énergie mécanique. Au final, simplement, ce qui se sera passé, c'est que le travail des forces de frottement va faire perdre de l'énergie mécanique au système et convertir cette énergie mécanique en énergie thermique. Eh bien, ici, on n'oserait pas imaginer une transformation qui permettrait de prendre de la chaleur à l'extérieur, c'est-à-dire faire baisser la température du support solide, pour mettre en mouvement directement le solide qui est posé sur le support. Pour autant, le premier principe ne l'interdit pas. Donc il faut se munir d'un second principe qui va orienter les échanges d'énergie et donc les transformations. Alors, ici, un exemple intuitif très simple que l'on peut imaginer. On prend dans un calorimètre deux masses d'eau identiques, une masse M initialement à 50 degrés Celsius, que l'on mélange avec une autre masse M d'eau à 20 degrés Celsius. Donc si on a un calorimètre parfait, notre intuition nous dit que les températures vont s'homogénéiser. Simplement que l'état final va être un état d'équilibre thermique du système. Eh bien, pour autant, le premier principe n'interdit pas qu'à la fin de la transformation, donc là on a l'état initial, le premier principe n'interdit pas cet état final-là. Imaginons la masse M d'un côté qui était déjà à la température la plus élevée a vu sa température augmenter encore, et l'autre masse M aura vu sa température baisser. On peut envisager d'avoir à l'état final M égale, pour la première masse, une température T de 65 degrés Celsius, et pour l'autre masse, une température T de 5 degrés Celsius, par conservation de l'énergie. Donc le premier principe ici sera vérifié. Pour autant, notre bon sens nous dit que ça n'est pas possible. Eh bien, le second principe va être là pour disqualifier cet état final. Donc le second principe va être là pour nous dire qu'à l'état final, si les masses M sont identiques, finalement, on va forcément avoir le système avec ici 35 degrés Celsius et ici 35 degrés Celsius. Donc c'est-à-dire que les deux masses d'eau sont à la même température. Et donc là, on va avoir le premier principe qui va toujours rester vérifié, c'est-à-dire que toute l'énergie
perdu par une des masses d'eau, c'est l'énergie qui va être captée par l'autre masse d'eau. Alors là, j'ai pris un cas trivial où les masses sont identiques, simplement pour pouvoir commenter très simplement. Donc le premier principe reste vérifié ici, et le second principe, celui qui va orienter les échanges énergétiques, va nous apporter de manière certaine l'idée que l'état final du système est cet état-là, et pas un autre état qui ne serait pas quelque part un état d'équilibre. On se rappelle que dans la définition de l'état d'équilibre thermodynamique, eh bien, on doit avoir une seule température pour tout le système, ce qui ne serait pas le cas avec l'état final proposé ici. Donc finalement, dans le premier principe, en fait, on n'a pas de hiérarchisation des différents états finaux possibles d'un système. Donc c'est le second principe qui va les hiérarchiser, nous dire lequel est le vrai, si on veut, état d'équilibre final du système. Alors, ça veut dire que derrière ce second principe, qui va nous donner l'évolution du système, eh bien, il va falloir essayer d'évaluer ce qui va orienter le sens naturel des transformations. Et il y a une chose qui va l'orienter, c'est l'irréversibilité. Alors, on reprend l'exemple de tout à l'heure. On avait imaginé le solide sur un plan jeté à une certaine vitesse et qui, sous l'effet des frottements, va finir par s'arrêter. Eh bien, ici, une cause d'irréversibilité, c'est les forces de frottement. En effet, les forces de frottement vont progressivement convertir un travail mécanique en chaleur, et on ne peut pas voir le transfert d'énergie inverse s'opérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir finalement directement sur cette configuration une baisse de température au niveau du support qui créerait une énergie cinétique macroscopique au niveau du solide qui est au-dessus. Donc on sait déjà que les forces de frottement vont être des causes d'irréversibilité. Et tout ce qui va globalement transformer une énergie récupérable à notre échelle en énergie thermique sera une cause d'irréversibilité. On peut penser à l'effet Joule également, c'est-à-dire que au sein d'un circuit électrique, les résistances vont transformer progressivement de l'énergie électrique en énergie thermique. Eh bien, vous pouvez chauffer une résistance autant que vous voulez, comme ça, de manière brute, vous n'allez pas réussir à faire passer un courant dans celle-ci. Vous allez peut-être réussir à la faire fondre si vous chauffez suffisamment, mais pas directement à créer le passage d'un courant. Alors il existe des cas où en chauffant certaines parties d'un circuit, vous pouvez créer des courants, mais c'est des cas beaucoup plus subtils qu'on appelle des effets thermoélectriques. Donc ici, on peut déjà dire que les phénomènes dissipatifs tels que l'effet Joule ou les frottements vont être des causes d'irréversibilité. Donc instantanément, si on voit des transformations qui mettent en jeu l'un ou l'autre de ces effets, on sait orienter, entre guillemets, la flèche du temps. On sait quel événement est antérieur à l'autre. On peut citer aussi les ruptures de l'équilibre mécanique. Donc là, pareil, si à un moment donné, on a une augmentation brutale de la pression extérieure sur un système, on sait que la pression interne du système va finir par s'égaliser à la pression extérieure si les parois sont mobiles. Donc là, si on pose brutalement une masse M sur un piston, vous vous rappelez de l'exemple du chapitre précédent, eh bien on sait qu'à la fin de la transformation, la pression intérieure va être égale à la pression que l'on a imposée brutalement à l'extérieur. Rupture de l'équilibre thermique, un petit peu la même chose. On sait que une rupture de l'équilibre thermique, ça peut être par exemple une augmentation localisée de la température dans un système. Ce qui va se passer, c'est que la température va avoir tendance à s'homogénéiser. Et rupture de l'équilibre chimique, eh bien on peut imaginer ici que dans un milieu donné, on aurait une densité moléculaire inhomogène. Et bien à ce moment-là, petit à petit, de proche en proche, les molécules vont finir par envahir tout l'espace. Vous pensez par exemple à un déodorant, d'accord ? Vous en aspergez un coin d'une pièce. Voilà, vous mettez des molécules finalement qui ont une certaine odeur dans un coin d'une pièce. Eh bien ces molécules ne vont pas rester dans ce coin de la pièce avec une concentration plus élevée. Elles vont finir par se diffuser dans toute la pièce, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, nos récepteurs olfactifs ne seront plus assez performants pour détecter les quelques pauvres molécules dispersées au milieu de toutes les molécules d'air présentes. Donc les phénomènes comme ça de diffusion,
que ce soit diffusion thermique pour homogénéiser la température, ou diffusion de particules pour finalement recréer une concentration identique en tout point de l'espace, eh bien ça va être des causes d'irréversibilité. Donc là, on peut imaginer un cas très simple. Vous imaginez que dans un coin d'une pièce, comme je vous ai dit, on mette une grosse concentration de particules d'une molécule donnée, et on laisse le temps s'écouler. Et bien à la fin, on sait qu'on va avoir à peu près partout dans la pièce le même nombre de particules par unité de volume. Et ici, on sait forcément que la transformation s'est déroulée dans ce sens. C'est-à-dire que si on a un nombre suffisant de particules au départ dans ce coin de pièce, on ne peut pas imaginer le passage dans le sens inverse. Ce passage-là est un passage qui ne serait pas, entre guillemets, naturel, qui n'amènerait pas à une configuration d'équilibre. Et donc, eh bien, là, on arrive assez facilement avec notre bon sens à identifier les configurations d'équilibre final. Eh bien, l'idée, c'est que le second principe va être là pour formaliser, pour poser finalement des grandeurs physiques sur cette notion d'irréversibilité et sur cette orientation de flèche du temps qui jusqu'ici fait appel à notre bon sens. Alors, une chose qui est sûre, c'est que, évidemment, toutes les transformations, quelles qu'elles soient, sont irréversibles. C'est-à-dire que la notion de réversibilité est à la thermodynamique ce que, on peut dire, les référentiels galiléens sont à la mécanique. On en parle tout le temps. On ne les croise jamais dans l'univers, mais on va très souvent supposer que des transformations sont réversibles, au même titre qu'on pouvait supposer que des référentiels étaient galiléens. Le tout est de choisir les bonnes conditions expérimentales pour pouvoir négliger, par exemple, les effets dissipatifs. Et d'ailleurs, si on voulait être un peu plus juste, on pourrait dire, en mécanique, voilà, les transformations réversibles sont à la thermodynamique, ce que les transformations, les évolutions conservatives sont à la mécanique. Et dans tout ça, on a derrière l'idée qu'on est en train de manipuler des objets théoriques qui vont permettre de simplifier les raisonnements. Et derrière, l'affinage des raisonnements va passer par la prise en compte des phénomènes dissipatifs. Et donc ici, la prise en compte d'une notion plus générale de l'irréversibilité des transformations. Alors, justement, on va avoir dans l'idée que si on veut orienter la flèche du temps, la notion importante, c'est la notion d'irréversibilité, et donc aussi de réversibilité. Les deux notions se font écho l'une à l'autre, on peut dire. Donc ici, une transformation dite réversible, ça va être une transformation qui vérifie deux propriétés. C'est une transformation qui va être quasi-statique, et une transformation qui va être renversable. Alors, transformation quasi-statique, ça veut dire qu'elle sera mécaniquement réversible. Donc ça veut dire qu'on va avoir une succession d'équilibres mécaniques entre le système et l'extérieur. Donc ici, souvent, on peut aussi croiser la dénomination infiniment lente. C'est-à-dire qu'à tout instant, finalement, si la pression extérieure évolue, la pression du système va s'adapter instantanément. Renversable, alors ça c'est encore plus subtil, ça veut dire que le système passe exactement par la même succession d'états dans les deux sens de transformation. Et on dit exactement, et ça c'est très très important. Donc ça veut dire que si on a suivi un chemin donné pour aller de A à B pour le système, on va suivre exactement le même chemin pour aller de B à A. Et donc ceci, ça impose que à la fois le système et l'extérieur peuvent revenir exactement à l'état initial. Donc ici, c'est logique. Au fait, pour le système, on va avoir une évolution pour laquelle on peut renverser le temps. C'est-à-dire finalement que si on prend une vidéo, on est incapable de dire si on la lit dans le sens naturel de lecture ou si on est en train de rembobiner la vidéo avec une vitesse une fois. Et l'extérieur revient lui aussi à l'état initial. Parce que parfois, on va avoir un système
qui va suivre une transformation renversable, mais les états d'équilibre avec l'extérieur ne seront pas forcément assurés. Ou alors l'extérieur va changer d'état entre l'état initial et l'état final sans qu'on puisse changer finalement ceci. Donc ici, une transformation réversible, ça va être un objet théorique. Ça c'est très important de le voir. C'est un objet théorique que l'on va utiliser très souvent. Alors après, on peut imaginer qu'on va tricher par exemple avec des systèmes tels que des thermostats. On rappelle la définition d'un thermostat, on dit que le système est tellement grand que la température de ce système ne varie pas sous l'effet d'un transfert thermique donné. Donc ici, on peut dire que finalement, un thermostat reste dans le même état strictement au cours d'une transformation, si sa température ne varie pas et si on suppose que, par exemple, le thermostat est constitué d'un gaz parfait. Si on veut discuter de la notion de réversibilité, il faut aller plonger dans les subtilités de la thermodynamique pour voir que on n'est pas quand même exactement dans le même état, qu'on est obligé de prendre en compte les variations infinitésimales de température pour retomber entre guillemets sur nos pattes à ce niveau-là. Bon, ceci c'est de la thermodynamique fine déjà, donc retenez ceci, finalement, une transformation réversible, ce serait une transformation où, pour l'extérieur et pour le système, on pourrait passer la vidéo dans les deux sens, qu'on serait incapable de dire si le système évolue dans son sens naturel, ou si on est en train de rembobiner la vidéo. Ça, c'est la vision la plus simple qu'on puisse avoir de ce qu'est une transformation réversible. Donc maintenant, on va essayer de formaliser cette notion de réversibilité ou d'irréversibilité avec le second principe de la thermodynamique. Donc le premier principe postulait de l'existence soit de l'énergie interne U, soit de l'enthalpie H, donc qui étaient des fonctions d'état extensives et conservatives. Ici, on va postuler de l'existence d'une fonction d'état extensive et non conservative, appelée entropie, telle que pour un système fermé, la variation d'entropie vaut S échangé plus S créé. Donc ça c'est pour le bilan sur une transformation finie, donc la forme intégrale ici du second principe. En forme locale, on aurait donc ds, la variation infinitésimale de S associée à la transformation, qui vaut petit delta S échangé, plus petit delta S créé. Et donc là, on voit instantanément une chose, eh bien on voit qu'il y a deux types de termes qui apparaissent. On va avoir ici les termes associés à une fonction d'état, donc des termes de bilan, des termes de variation d'une fonction d'état. Et ici, on va avoir des termes d'échange. Donc on sait déjà que les termes d'échange vont être des termes qui vont dépendre du chemin suivi. Alors, justement, on va avoir deux choses. On va avoir S créé, qui est l'entropie créée au cours de la transformation. Donc ici, vous voyez, c'est une grandeur non conservative. Ça veut dire qu'au cours d'une transformation, on va créer de l'entropie. Et donc ici, eh bien, on sait que S créé va être, c'est ce qui va orienter la flèche du temps, supérieur ou égal à 0. Donc, ici, eh bien, si la transformation est réversible, on va avoir une égalité avec S créé qui vaut 0. Si on a une transformation irréversible,
S créé sera supérieur strict à 0. S échangé, qui est parfois noté SH pour plus de compacité de la notation, eh bien c'est défini tel que delta S échangé vaut delta Q, petit delta Q, transfert thermique avec l'extérieur, sur TS. Donc à ce moment-là, S échangé sur une transformation vaudra l'intégrale sur toute la transformation de delta Q sur TS, avec TS, la température de la surface extérieure du système. Autrement dit, la température du corps qui est juste au contact du système. Donc ici, on voit bien que petit delta SH vaut delta Q sur TS, avec delta Q qui est un terme d'échange. Donc là, on s'attend à ce que petit delta S échangé soit aussi un terme d'échange, c'est-à-dire dépendant de la transformation qu'on est en train d'étudier. Alors, pour l'entropie S, on va avoir donc différentes propriétés. La première, c'est que c'est homogène à une énergie divisée par une température. Donc, on va exprimer une entropie en joules par Kelvin dans le système SI. Donc, dans le système international. On peut définir de la même manière qu'on avait défini les énergies intermolaires ou massiques, etc., l'entropie molaire et l'entropie massique par Sm qui vaudra grand S sur la quantité de matière pour un système fermé, ou petit s qui vaudra grand S sur la masse du système. Donc évidemment, à chaque fois, on va exprimer ceci en joules par Kelvin par kilogramme, ou en joules par Kelvin par mol. Alors, une chose importante, c'est que l'entropie est là pour orienter la flèche du temps. C'est-à-dire que si on a conclu, si on a réussi à trouver dans quel sens l'entropie créée était supérieure ou égale à 0, pour une transformation donnée, on a réussi à dire où était l'état initial et où était l'état final, chose qui n'était pas autorisée par le premier principe. Et donc ici, on a vu aussi, enfin on a remarqué préalablement, que si, du point de vue du premier principe, on a une équivalence entre travail et chaleur, c'est-à-dire que les deux font évoluer de la même manière l'énergie interne, on voit que le premier principe induit une sorte de dissymétrie, sachant que c'est uniquement la chaleur qui intervient dans l'entropie échangée. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de ce qu'est l'entropie, on a un troisième principe de la thermodynamique que vous verrez en deuxième année, qui nous dit en gros, bon là c'est très très vague pour l'instant, c'est normal, que l'entropie c'est une mesure du désordre microscopique d'un système. Alors en gros, si on veut être plus précis, c'est une mesure du nombre de micro-états accessibles pour un système. Et l'idée c'est que plus un système va évoluer vers un état d'équilibre, plus on va avoir homogénéisation des grandeurs, température, concentration des espèces, etc., plus finalement on aura de micro-états accessibles, et donc plus le désordre microscopique va augmenter. Bon. Donc ça, vous aurez l'occasion de le revoir l'année prochaine, quand vous ferez une sorte de petite introduction à ce qu'on appelle la physique statistique. Alors, ici, on va maintenant essayer de voir quelques cas particuliers très importants. Premier cas, un système isolé. Alors un système isolé, on sait une chose, on sait qu'il n'y a ni échange de matière ni échange d'énergie avec l'extérieur. Donc on va notamment avoir Q, petit delta Q égale 0, ou Q égale 0 au choix. Ceci va impliquer que S échangé est forcément nul pour un système isolé. Si S échangé est forcément nul, eh bien on sait une chose, de manière certaine, c'est que delta S vaut S créé. Or, on sait que S créé est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que l'entropie d'un système isolé est croissante.
Et donc si on a une transformation réversible d'un système isolé, et bien à ce moment-là, delta S vaut 0. Si la transformation est irréversible, delta S est supérieur strict à 0. Donc retenez bien ceci, c'est que S n'est pas conservative. Et donc S va être là pour dissymétriser l'état initial et l'état final. Voilà, on imagine un système isolé. Eh bien, si on fait un bilan d'entropie, c'est-à-dire qu'on arrive à calculer la variation d'entropie au cours d'une transformation, sans qu'on nous ait précisé qui est l'état initial et qui est l'état final, eh bien, si on regarde delta S, on va pouvoir répondre à la question. Et même si on va un petit peu plus loin, bah, comme S créé est supérieur ou égal à 0, bah, on sait qu'au moment où S créé va s'annuler, on va arriver sur un état d'équilibre du système. Et donc, l'état d'équilibre du système, ce sera forcément le maximum d'entropie pour un système isolé. Donc, voilà. Donc on peut dire qu'à l'état d'équilibre final, le système est à son maximum d'entropie. Alors après, faire très attention à une chose. Ne pas confondre delta S avec S créé. D'accord ? S créé est toujours positive ou nulle. Delta S peut être positive, nulle ou négative. Donc ça, c'est très important. C'est que ça n'est que dans le cas d'un système isolé qu'on peut dire que delta S est supérieur ou égal à 0. La condition liée au critère positif ou nul se réfère à S créé. Alors, si on a transformation adiabatique d'un système, eh bien la conclusion va être exactement la même. C'est-à-dire que si on a transformation adiabatique, on peut écrire que ds vaut petit delta q sur ts plus petit delta s créé. Et comme dans le cadre d'une transformation adiabatique, le transfert thermique avec l'extérieur est nul, eh bien on finit par écrire que ds vaut petit delta s créé. Donc les conclusions vues précédemment pour un système isolé sont aussi valables pour la transformation adiabatique en ce qui concerne l'entropie. Donc ça, c'est très important. Alors, derrière, on va essayer de voir maintenant, de la même manière qu'on a vu comment calculer les variations d'énergie interne pour des systèmes différents, on va essayer de voir comment on peut calculer les variations d'entropie pour différents types de systèmes. On va commencer par les gaz parfaits, et on va enchaîner sur les phases condensées, et sur les variations d'entropie associées au changement d'état, donc associées finalement au système diphasé. Donc il faut retenir ça, que vous avez toujours trois grandes catégories de systèmes que vous allez croiser, soit des gaz parfaits, soit des phases condensées idéales, soit des systèmes diphasés qui mettent en jeu des changements d'état. Et donc dans chacun de ces cas particuliers, il va falloir trouver des stratégies pour évaluer les variations d'entropie, au même titre que l'on avait trouvé des stratégies pour évaluer les variations d'enthalpie ou d'énergie interne. Alors, ici, les variations d'entropie d'un gaz parfait sont données par les formules suivantes. Alors, il faut remarquer que souvent, dans les sujets, ces formules seront fournies. En tout cas, en lien avec le programme de première année, ces formules seront toujours données. Alors sur les écrits, très souvent vous aurez ces formules-là dans les formulaires. Sur les oraux, bon, parfois il faudra faire attention. Alors, ici, le programme dit simplement de vous présenter ces différentes formules. Vu que l'année prochaine, vous allez pousser un petit peu plus loin en thermodynamique, je vais me permettre ici de faire une petite excursion hors programme pour vous montrer d'où ces formules viennent.
Alors, la démonstration qui va suivre dépasse le cadre du programme tel qu'il est fixé aujourd'hui, mais est intéressante d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire qu'on arrive toujours mieux à retenir une formule quand on sait d'où elle vient, et surtout on arrive à mieux comprendre cette formule, sa logique, pourquoi et comment on va l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va se proposer de faire maintenant. Alors, ici, on va commencer par établir des égalités qu'on appelle identités thermodynamiques, qui vont nous permettre d'établir des variations infinitésimales ds d'entropie dans différents contextes. Et ces variations infinitésimales, eh bien, ça va nous permettre, en intégrant, d'obtenir les formules que je vous ai présentées ci-dessus. Donc pour l'instant, vous voyez, je ne les ai même pas énoncées, on va les établir. Alors, on va commencer par poser le premier principe pour un système soumis uniquement, alors système fermé, soumis uniquement aux forces de pression. Et en plus, on va rajouter une petite hypothèse. Donc le système est soumis aux forces de pression. Et on va rajouter que ce système fermé est aussi, suit aussi une transformation avec équilibre mécanique entre le système et l'extérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Le premier principe de manière locale, on va écrire que du, alors le système est immobile, hein, vaudra delta W plus petit delta Q, avec petit delta W qui vaudra moins PD de V. Alors là, on a obtenu cette égalité. Ensuite, on va appliquer le second principe. Et ici, le second principe, il va s'appliquer sur le même système fermé en transformation réversible. Alors, si on a une transformation mécaniquement réversible, on a pu écrire que P valait Pxt. Une transformation réversible, on a pu écrire que T égale Txt. Et on a pu écrire que petit delta S créé égale 0. Donc le second principe va nous amener tout naturellement que petit ds vaudra petit delta Q sur T. Alors ici, qu'est-ce qu'on va imaginer ensuite? On va imaginer que sur l'ensemble des chemins qui permettent d'amener un système d'un état à un autre, il va toujours exister un chemin réversible pour lequel le système n'est soumis qu'à des forces de pression. Donc là, c'est une hypothèse supplémentaire. Donc sur l'ensemble des chemins envisageables, pour aller de l'état initial à l'état final, il en existe toujours un réversible. Et alors là, ce qui va être rigolo, c'est que s'il existe un chemin réversible pour aller d'un état initial à un état final, eh bien tous les chemins irréversibles qui permettraient d'aller de ce même état initial à ce même état final donneraient la même variation de U, la même variation de S, la même variation de P, de V. Donc on aurait la même variation des fonctions d'état et des variables d'état,
Mais ce qui changerait, c'est les termes d'échange, Q et W. Et donc, par conséquent, S créé et S échangé. Donc vous voyez, au fait, les termes d'échange peuvent varier sans que les fonctions ni les variables d'état n'aient une variation qui change au cours d'une transformation donnée. C'est l'idée de parcourir un ensemble de chemins. Et donc à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir écrire que sur cette transformation parmi toutes les transformations possibles, eh bien, on peut écrire du qui vaut moins PD de V plus delta Q plus TDS. Eh bien, l'égalité qu'on a obtenue ici, c'est ce qu'on appelle la première identité thermodynamique. Alors, si on pousse un petit peu plus loin l'idée, on peut aller regarder du côté de l'enthalpie. En allant regarder du côté de l'enthalpie, on sait que H vaudra U plus PV, avec H qui est aussi une fonction d'état. Et donc ici, on peut écrire que DH, c'est DU plus PDV plus VDP en différenciant l'expression. Alors DU plus PDV plus VDP, ça fait TDS moins PDV plus PDV plus VDP. Donc ici, on va simplifier moins PDV plus PDV et on va obtenir DH qui vaudra TDS plus VDP. Ce qu'on appelle la deuxième identité thermodynamique. Et donc ici, on va se servir de ces deux identités eh bien, pour établir les égalités suivantes. Alors, on va maintenant essayer de se ramener à l'entropie d'un gaz parfait. Alors, l'entropie d'un gaz parfait, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner quelque chose d'assez simple. On sait que ds, pour une transformation réversible, ce sera delta Q sur T. Donc ce sera, d'après ce qu'on a vu précédemment, du plus PDV sur T. Donc, en appliquant la loi des gaz parfaits, qui nous dit que PV vaut NR fois T, eh bien, on va obtenir que ds, ce sera du sur T, plus P sur T d de V, donc ça donnera du sur T, plus NR sur V, d de V. Alors, ici, on peut remarquer une chose. On peut remarquer que c'est comme si S, ici, était une fonction de U et de V. Vous voyez, il y a du ici, d de V ici. Et donc, à ce moment-là, si on dit que S est une fonction privilégiée de U et de V, eh bien, on peut dire que ds, c'est d rond U sur d rond T
à V constant. Qu'est-ce que je raconte? ds, pardon. C'est d rond s sur d rond u à volume constant du plus d rond s sur d rond v à u constante d de v. Et là, par identification, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? On va voir apparaître que ici, du sur t, eh bien, ça fait d rond s sur d rond u avec constant du. Et on voit ici que p sur t d de v, ce sera d rond s sur d rond v à u constant d de v. Donc grâce à cette identification, on va pouvoir dire que la température peut être définie par 1 sur t qui vaudra d rond s sur d rond u à v constant. Et on pourra dire que p sur t ce sera d rond s sur d rond v à u constant. Eh bien, les définitions qu'on a ici, c'est les définitions de ce qu'on appelle la température thermodynamique. Et ici, la définition de ce qu'on appelle la pression thermodynamique. Donc vous voyez que température et pression sont a priori intimement liées à l'entropie S d'un système et à son volume et à son énergie interne. Alors, maintenant qu'on a fini sur cette petite remarque, donc alors là, bon, j'ai un peu dérapé, c'est-à-dire que ce qu'on a vu là, c'était une remarque au sein d'un item hors programme. Bon. Pourquoi je vous l'ai montré? Parce qu'en deuxième année, vous allez pousser un petit peu plus loin en thermodynamique. Donc ce qu'on voit ici, c'est des choses, si vous les avez déjà un petit peu assimilées, c'est bien. En première lecture, vous pouvez les passer. Donc retenez bien ceci. Alors, maintenant, on va essayer de montrer les lois qui sont données ici. Alors, les lois qui sont données ici, donc on va essayer de les démontrer en se focalisant sur une grandeur donnée. Alors, ici, les variations d'entropie, on va essayer de privilégier l'une ou l'autre des grandeurs. Alors, au départ, on va essayer de privilégier T et V. Alors, ici, on peut dire que ds, ce sera d'après la première identité, ce sera du sur T, plus P sur T dV. On transforme ceci grâce à la loi des gaz parfaits, et pour un gaz parfait, on sait que du, c'est Cv dt, et que P sur T, c'est Nr sur V. Donc l'hypothèse du gaz parfait nous amène les deux lois ici. On réinjecte dans l'expression précédente. Donc on va obtenir que ds, c'est Cv dt sur T, plus Nr dV sur V. Donc si j'intègre de l'état initial à l'état final, eh bien je vais obtenir que delta S, ce sera Cv ln de T2 sur T1, si je passe de l'état 1 à l'état 2, plus Nr ln de V2 sur V1.
Alors pour un gaz parfait, si on va encore un petit peu plus loin, on sait que CV, c'est NR sur gamma moins 1. Alors ça, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de la définition de gamma et de la relation de Mayer. Donc ici, si je remplace CV par NR sur gamma moins 1, eh bien j'obtiens NR sur gamma moins 1 ln de T2 sur T1 plus NR ln de V2 sur V1. Et donc, en factorisant par NR sur gamma moins 1, je vais obtenir que delta S, c'est NR sur gamma moins 1, ln de T2 V2 gamma moins 1, parce que c'est comme si j'avais multiplié par gamma moins 1 et divisé par gamma moins 1, et donc ln de T2 V2 gamma moins 1, sur T1 V1 gamma moins 1. Donc voilà la première formule de variation d'entropie qui privilégie T et V. Donc vous voyez ici on part de la première identité thermodynamique. Alors, si on veut privilégier maintenant T et P, eh bien ici vous vous doutez, pour privilégier T et P, on va utiliser la deuxième identité thermodynamique. Donc, on a dit que ds c'était du sur T plus P sur T d de V. Avec la deuxième identité thermodynamique, on a dH qui vaut TdS plus VdP. Donc dH moins VdP sur T vaut ds. Et donc, ici, je vais, pour un gaz parfait, pouvoir écrire que dH vaut Cp dt et que V sur T, eh bien ça vaut NR sur P. Donc je vais pouvoir écrire que ds vaudra Cp dt sur T plus NR dP sur P. Donc, au final, je peux écrire ici avec, on rappelle toujours que pour un gaz parfait, je peux écrire Cp sous la forme gamma NR sur gamma moins 1. Et bien delta S, qui va valoir Cp ln de T2 sur T1, plus NR ln de P2 sur P1. Donc je peux écrire que delta S vaut gamma NR sur gamma moins 1 ln de T2 sur T1 plus NR ln P2 sur P1 que je peux retransformer une dernière fois. La dernière transformation ici va se faire en factorisant par NR sur gamma moins 1. Donc en faisant cela, eh bien, je fais rentrer gamma ici, et je fais rentrer, évidemment, un moins gamma ici. Donc, en factorisant par NR sur gamma moins 1, mince, j'ai un signe qui ne va pas, j'ai fait une bêtise. Ici, j'ai un moins, donc ici j'ai un moins, ici j'ai un moins, et ici aussi. Hop, 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 voilà. Donc ici,
en factorisant par nr sur gamma moins 1, je vais avoir ln de T2 gamma P2 moins gamma moins 1, donc P2 1 moins gamma, sur T1 puissance gamma, P1 puissance 1 moins gamma. Donc là, j'ai la variation d'entropie pour un gaz parfait en privilégiant T et P. Évidemment, la dernière variation va, elle, tenter de privilégier P et V. Le fait de privilégier P et V va être un petit peu plus subtil. Alors pourquoi? Parce que P et V n'apparaissent clairement ni dans la première, ni dans la deuxième identité thermodynamique. Donc là, il faut essayer de mélanger les deux. Alors, on rappelle les deux identités. TU qui vaudra TdS moins PdV et DH qui vaudra TdS plus V d de P. Donc idéalement, si on voulait privilégier P et V, eh bien il faudrait faire une sorte de mix des deux. Alors, pour cela, on se sert d'une chose. On se sert du fait que si on a un gaz parfait, Cp vaut gamma fois Cv. Donc Du fois gamma vaut DH. Donc si je multiplie par gamma la première ligne, je l'égalise à la seconde. Donc ici, ce que je peux faire, c'est gamma fois la première identité thermodynamique me donne la deuxième identité. Donc je vais avoir gamma fois TdS moins gamma PdV égale TdS plus V d de P. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je passe tous les termes en TdS du même côté. Gamma moins 1 TdS vaut alors gamma PdV plus VD de P. Et là, vous voyez, je vais avoir une variation de S qui va se faire en fonction des variables V et P. Bon, je divise tout par gamma moins 1 T. Et donc, je vais avoir ds qui vaudra, eh bien, ici, gamma sur gamma moins 1 fois P sur T d de V plus gamma 1 sur gamma moins 1 V sur T d de P. Grâce au caractère du gaz parfait, grâce à la loi des gaz parfaits, eh bien je sais que P sur T, c'est NR sur V, et je sais que V sur T, eh bien ce sera simplement NR sur P. Donc ici, je peux finalement obtenir que ds, ce sera gamma NR sur gamma moins 1 d de V sur V, plus NR sur gamma moins 1 d de P sur P. Évidemment, tout ceci n'est valide que si on a l'hypothèse des gaz parfaits, qui est vérifiée. Alors, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est intégrer cette loi entre deux états différents. Donc delta S vaudra gamma NR sur gamma moins 1 ln de V2 sur V1, en intégrant le volume de la valeur V1 à la valeur V2, plus NR sur gamma moins 1 ln de P2 sur P1. Donc ici, je vais finir par obtenir, en factorisant par NR sur gamma moins 1, delta S, qui vaudra NR sur gamma moins 1, ln de P2 V2 gamma,
sur P1 V1 gamma. Alors, là, on a vu donc trois moyens d'écrire la variation d'entropie d'un gaz parfait. Donc vous voyez, NR sur gamma moins 1, ln de T2 V2 gamma moins 1 sur T1 V1 gamma moins 1, ou NR sur gamma moins 1, ln de T2 gamma P2 1 moins gamma sur T1 gamma P1 1 moins gamma, ou NR sur gamma moins 1, ln de P2 V2 gamma sur P1 V1 gamma. Alors, ici, si vous regardez donc la logique de ces formules, eh bien on va toujours avoir le delta S qui vaudra NR sur gamma moins 1, donc CV pour le gaz parfait, fois ln d'un rapport qui va varier. Voilà, si on veut privilégier T et V, le rapport ce sera le rapport des T et V gamma. Si on veut privilégier T et P, on aura le rapport des T gamma P1 moins gamma. Si on veut privilégier P et V, on aura le rapport des PV gamma. Donc ici, ce qu'on va pouvoir dire maintenant, c'est que si un gaz parfait suit une transformation adiabatique réversible, eh bien, on va avoir delta S égale 0. Et donc, une transformation adiabatique réversible va me donner une annulation du ln de soit P2 V2 gamma sur P1 V1 gamma, soit du rapport de T2 gamma P2 1 moins gamma sur T1 gamma P1 moins gamma, soit du rapport des TV gamma. Donc ici, une transformation adiabatique réversible donne delta S égale 0. Et donc si j'ai affaire à un gaz parfait, eh bien je peux dire que PV gamma vaut une constante. Je peux dire que TV gamma moins 1 vaut une autre constante. Ou je peux dire que, en prenant le dernier argument, T gamma P1 moins gamma vaut encore une autre constante. Et donc ça va dépendre eh bien, finalement des variables privilégiées. Donc TV gamma vaut une constante. T gamma P1 moins gamma vaut une constante, différente de l'autre évidemment, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes, ou PV gamma vaut une constante. Et donc ces trois lois, c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Donc pour un gaz parfait qui suit une transformation adiabatique réversible, eh bien on sait qu'on a finalement PV gamma, donc P1 V1 gamma qui vaudra P2 V2 gamma. On sait qu'on aura T T1 V1 gamma moins 1 qui vaudra T2 V2 gamma moins 1. Ou on sait qu'on aura P1 1 moins gamma T1 gamma qui vaudra P2 1 moins gamma T2 gamma. Alors, autant tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire toutes les démonstrations en tant que telles ne sont pas à retenir, autant ces lois-là sont à retenir. Et il est très important de savoir jongler et passer de l'une à l'autre. Après, si vous êtes un petit peu malin, vous voyez finalement que si vous connaissez très bien la loi de Laplace, vous connaissez aussi très bien les variations d'entropie d'un gaz parfait pour aller d'un état à un autre. Parce que simplement les deux sont intimement liés. En effet, le rapport des grandeurs ici, c'est simplement ce qu'on va trouver dans l'argument du logarithme, à condition de mettre NR sur gamma moins 1 en facteur devant Ln. Alors, ici donc, on a les trois lois qui sont vérifiées. Hop. Et on va essayer de voir maintenant comment on passe de l'une à l'autre. Alors, avant de voir comment on passe de l'une à l'autre, dernière remarque. Vous avez vu que tous les calculs de delta S sont rattachés à
lorsqu'on fait la démonstration, à une transformation supposée réversible. Vous voyez? Et pourtant, on arrive à des résultats qui sont des résultats valables pour n'importe quelle transformation, qu'elle soit réversible ou pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient du fait que Q et W sont des termes d'échange. C'est-à-dire qu'on peut ajuster Q et W jusqu'à ce qu'on arrive, parmi toutes les transformations possibles, à la transformation réversible. Mais l'idée, c'est que, si vous voulez, lorsqu'on part d'un état initial et qu'on va à un état final, eh bien, tous les chemins, quels qu'ils soient, vont me donner la même variation d'entropie. De même, on aura la même variation de température, la même variation de pression, la même variation de toutes les fonctions ou variables d'état. Ce qui va changer d'un chemin à l'autre, c'est le fait que les termes d'échange ne seront pas les mêmes. Donc ici, parmi tous les chemins possibles, eh bien, on va envisager simplement qu'il en existe au moins un parmi tous qui est réversible. Et donc si on arrive sur ce chemin réversible à calculer delta S en connaissant la variation delta T, la variation delta P, etc., eh bien on sait que le delta S, calculé ici, sera le même pour tous les autres chemins. Donc delta S de ce chemin sera le même, delta S de ce chemin sera le même, delta S de ce chemin sera le même. Donc vous voyez, même si W et Q, les termes d'échange, ne sont pas stables, les variations de fonction d'état seront stables par changement de chemin, à condition que l'état initial et l'état final soient identiques. Et donc là, c'est finalement toute la beauté et toute la puissance du raisonnement ici, c'est qu'on va se servir d'une transformation très spécifique, réversible, où le seul travail qui intervient est le travail des forces de pression, pour un gaz parfait, et derrière, on va dire que si on a le même état initial et le même état final, n'importe quelle transformation qui nous amène de cet état initial à cet état final est associée à la même variation d'entropie delta S. Donc ici, on se sert de la propriété fondamentale que S est une fonction d'état. Voilà, ça c'est une remarque, mais c'est une remarque très importante. Voilà, il faut bien retenir ceci, c'est que même si on a utilisé des transformations spécifiquement réversibles ici, les formules de variation d'entropie restent valides, même pour des transformations irréversibles. Le tout est de s'assurer que l'état initial et l'état final soient stables. Bon, je me suis beaucoup répété, mais c'est parce que c'est très important ici. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une loi à l'autre? Eh bien ici, la forme la plus simple de la loi de Laplace à retenir, c'est PV gamma égale constante. Et donc derrière, pour passer d'une loi à l'autre, eh bien il suffit d'utiliser la loi des gaz parfaits. Donc on apprend celle-ci par cœur, et ensuite on mélange avec la loi des gaz parfaits pour retrouver les autres. Alors, on sait que PV vaut nRT, d'accord? Donc ici, imaginons qu'on veuille privilégier... allez, maintenant on va changer un petit peu, T et V. Alors T et V, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de se débarrasser de P. Se débarrasser de P, ça veut dire que l'on va exprimer P en fonction de T et V. P égale nRT sur V. On réinjecte dans l'expression précédente. Ça nous fait nRT sur V fois V gamma égale constante. Ensuite, n fois R, pour un système fermé, on sait que c'est une constante. V gamma sur V, on sait que c'est V gamma moins 1. Donc on va obtenir que T fois V gamma moins 1 vaut la constante précédente sur NR. Donc ici, une autre constante. Voilà comment je suis passé de la première formulation de la loi de Laplace à la deuxième. Imaginons que je veuille privilégier P et T. Eh bien, ce que je vais devoir faire très simplement, pour privilégier P et T, c'est ce coup-ci me débarrasser de V. Eh bien ici, je sais que V, ce sera nRT sur P. Donc,
je remplace dans la loi PV gamma égale constante. Donc je vais obtenir P fois V à la puissance gamma, donc fois nRT sur P, le tout à la puissance gamma. Ceci me donne P1 moins gamma fois T à la puissance gamma fois NR, le tout à la puissance gamma, égale la constante définie précédemment. Donc là, je vais obtenir très simplement que P1 moins gamma T gamma vaut la nouvelle constante prime prime, qui vaut la constante de la loi en PV gamma sur NR à la puissance gamma. Donc ce petit numéro là de jonglage avec les calculs, il faut savoir le faire très vite. C'est souvent plus fiable que d'essayer d'apprendre par cœur toutes les lois de Laplace. Alors, si vous y arrivez, tant mieux. Mais il faut imaginer que vous allez utiliser ces lois dans des contextes parfois stressants, des oraux. Eh bien, si sur un oral vous avez le moindre doute au tableau, eh bien finalement, au lieu de s'empêtrer à dire « Ah mince, j'ai un trou, je ne sais plus quoi faire », il vaut mieux se ramener très calmement à la formulation la plus simple de la loi de Laplace, puis avec la loi des gaz parfaits en 2 lignes, retrouver toutes les autres lois. Vous voyez, c'est assez efficace quand même. Et ça ne demande pas tant que ça de calcul. Là, j'ai vraiment détaillé. Alors, autre remarque très importante. On a vu un petit peu plus tôt dans l'année, donc lorsqu'on a vu le chapitre 2, qu'on pouvait utiliser les diagrammes de Watt. Donc diagramme de Watt, on rappelle ce que c'est. C'est les diagrammes représentatifs de P en fonction du volume du système, donc ce qui permet notamment d'estimer graphiquement les travaux. Eh bien, on a vu qu'on pouvait représenter différentes transformations là-dessus. Et ici, pour un gaz parfait, eh bien, il peut être souvent intéressant de se poser la question de la différence de pente entre une isotherme et une isentropique. Alors maintenant, on sait que isentropique, delta S égale 0, ça signifie qu'on a une transformation adiabatique, ce qui annule le terme d'échange S échangé, et réversible, donc qui annule ici l'entropie créée. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que pour une isotherme, on va avoir, pour un système fermé constitué d'un gaz parfait, P égale NR fois T0, la température du système, sur V. Donc, finalement, là, on va avoir, ici, quand V tend vers 0, P tend vers l'infini, quand V tend vers l'infini, P tend vers 0, donc une représentation d'une fonction hyperbolique. Alors, si on a une transformation isentropique, donc adiabatique réversible, on sait qu'on va vérifier la loi de Laplace PV gamma égale constante. Donc il vaudra ici P0, V0, gamma. Si donc la courbe représentative de la transformation passe par un point de coordonnées P0, V0. Même chose ici, on pourrait écrire que P, eh bien c'est simplement P0, V0 sur V. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire que l'on admet que à la fois une courbe représentative d'une transformation isentropique et une courbe représentative d'une transformation isotherme passe par le point de coordonnées P0, V0 sur un diagramme de Watt. Donc ici, une transformation isentropique et une transformation
isothermes sont associés à des courbes se croisant au point P0, au point qu'on peut appeler O de coordonnées V0, P0. Alors, la question qui va se poser ici, c'est de savoir qui est la plus pentue. Alors, pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la dérivée. On va calculer d de P sur d de V en V0 pour l'isotherme. On va faire de même pour l'isentropique. Alors d de P sur d de V en V0 pour l'isotherme, on voit que ça va me donner moins P0 V0 sur V au carré, donc sur V0 au carré, ici, parce que je suis en V égale V0. Donc, finalement, j'obtiens moins P0 sur V0 pour la pente locale de l'isotherme. Si je veux la pente locale de l'isentropique, eh bien, je vais dériver la fonction établie ici, et donc je vais avoir dp sur d de v en V0, qui vaudra P0 V0 gamma, qui est une constante, sur V gamma. Et donc là, quand je dérive V gamma, eh bien, j'obtiens moins gamma sur V gamma moins 1. Et donc ici, comme je suis en V0, ben, je pose V égale V0 pour le calcul de cette dérivée. Et donc là, j'obtiens moins gamma P0 sur V0. La pente locale de l'isentropique. Alors on remarque aussi que pour l'isentropique, je vais avoir une allure de courbe comme ceci, dans la mesure où lorsque V tend vers l'infini, P va tendre vers 0, et lorsque V tend vers 0, P tend vers l'infini. Alors maintenant, je veux savoir qui est qui. Eh bien, ici, je fais un énorme zoom sur le diagramme de Watt. Ici, j'ai PV, P en fonction de V. Je vais représenter l'isentropique avec une pente moins gamma P0 sur V0. Je vais représenter l'isotherme avec une pente moins P0 sur V0. Eh bien, si gamma est supérieur strict à 1, ce qui est le cas, je sais qu'au point de coordonnées P0, V0, l'isentropique sera plus pentu. Et j'ai un facteur gamma entre les deux pentes. Vous voyez, au point de coordonnées P0, V0 ici, l'isentropique va pencher plus que l'isotherme. Et donc ça, c'est un résultat complètement général, dans la mesure où gamma est toujours supérieur strict à 1. Alors, on se rappelle de l'idée, gamma c'est CP sur CV, et comme on ajoute PV à U pour obtenir H, eh bien on va augmenter CP par rapport à CV. De toute façon, la relation de Mayer nous dit que CPM moins CVM vaut R. Donc gamma supérieur à 1, c'est quelque chose d'incontestable. Donc ici, on sait une chose, on sait qu'en un point donné, d'un diagramme de Watt, les isentropiques
sont toujours plus pentus, même l'isentropique, on peut dire, on a une seule isentropique qui peut y passer, hein. L'isentropique et l'apostrophe. Est toujours plus pentu que l'isotherme. Et donc ça, c'est un résultat très important que vous pouvez retenir. Donc, alors, évidemment, ici, on a bien précisé que c'est pour un gaz parfait. Parce que les deux relations établies préalablement, ici et ici, ne sont valides que pour des systèmes constitués de gaz parfaits. Donc voilà le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous servir, notamment dans le dernier chapitre de thermodynamique que l'on va attaquer la semaine prochaine. Alors, dernière chose qu'il nous reste à évaluer maintenant, c'est la variation d'entropie d'une phase condensée idéale. Donc on sait qu'une phase condensée idéale, c'est une phase condensée incompressible et indilatable. Alors, on sait aussi que, d'après les identités thermodynamiques, eh bien, ds vaut du sur t plus p sur t d de v. Or, pour une phase condensée incompressible et indilatable, eh bien, je sais que d de v s'annule. Donc, il va me rester, dans ce cas-là, ds qui vaut du sur t, soit pour une phase condensée incompressible et indilatable, c'est d de t sur t. Donc, en intégrant, on va obtenir très simplement que delta S vaut C ln de T2 sur T1. Alors ici, on rappelle pourquoi est-ce qu'on a écrit C et pas CP ou CV. Parce que pour une phase condensée incompressible et indilatable, on a CV égale CP. Et donc ces grandeurs-là, eh bien, ce sera des grandeurs tabulées, c'est-à-dire qui seront à chaque fois données dans les énoncés. Dernier cas particulier de calcul de variation d'entropie qu'il faudra savoir faire, c'est le cas d'un changement d'état. Alors, pour un changement d'état, eh bien, ici, on va partir de la seconde identité thermodynamique. Vous voyez, ici, on est parti de la première identité thermodynamique. Ici, on va partir de la seconde identité thermodynamique. Alors, on va étudier un changement d'état à température constante. Donc, à ce moment-là, si le changement d'état s'effectue à température constante, il va aussi s'effectuer à pression constante. Ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, si on se rappelle des allures des isothermes d'Andrews sur un diagramme de Clapeyron, on sait que sous les courbes de saturation, on a toujours des horizontales. Donc ici, pour un changement d'état, on va pouvoir écrire que d de p égale 0, donc on va écrire que dH vaudra TDS. Alors l'erreur à ne pas faire ici, c'est d'écrire que parce qu'on se place à température constante, dH vaut 0. En effet, quand on a changement d'état, il y a modification de l'énergie potentielle interne microscopique et modification du volume du système. Donc on ne peut pas dire que dH est nul parce que dt vaut 0. dH égale CP ou CV, enfin dH égale CDT ou dH égale CPDT, c'est valable quand on a des gaz parfaits ou des phases condensées.
Donc ici, à partir de dH égale TdS, eh bien on peut écrire que ds au cours du changement d'état, c'est dH sur T. Or, comme T est fixe, eh bien on va pouvoir écrire que d petit s massique vaut d petit h massique sur T, et donc en intégrant, on va pouvoir écrire que delta S massique à la température T, c'est delta H massique à la température T sur cette température T de changement d'état. Et donc vous voyez une chose importante, c'est que si vous savez calculer les delta H de changement d'état, vous savez instantanément calculer les delta S. Alors ici, on travaille sur des grandeurs massiques. Pour quelle raison? Parce qu'on sait qu'on va avoir des valeurs tabulées. Et si on veut se ramener à un delta S global, eh bien on va faire la masse du système fois petit delta S, tout simplement. Alors, ce qui va nous rester à faire maintenant, eh bien c'est à mettre en application tout ce qu'on a vu ici dans des exercices. Donc ce sera l'objet de la dernière partie du chapitre, qui va concerner les bilans d'entropie. Et donc ici, vous allez voir que ça vient en complément de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire qu'il faudra toujours se doter du premier principe pour pouvoir étudier le second, et il faudra déjà avoir étudié les échanges énergétiques pour pouvoir savoir comment ceux-ci s'orientent. Donc la thermodynamique fonctionne et se construit par empilement de notions, c'est-à-dire que le second principe ne peut être utilisé proprement que si le premier est déjà bien maîtrisé. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.